Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, qui vient nous raconter son histoire. Un enfant de Nancy, fils d'immigrés italiens qui a grandi entre humilité et fierté de ses racines. Un homme qui a découvert très tôt que la scène peut être un refuge et une voie du théâtre au plateau de cinéma. Il a traversé les doutes, les silences avant de vivre des moments hors du commun jusqu'à Hollywood. Un comédien fidèle à sa terre, à sa famille, c'est un destin lorrain. Bruno Ricci est l'invité de Destin Lorrain. Bonjour Bonjour. et merci très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Acteur, comédien, coach, un parcours riche, on va en parler. Mais commençons par le début. Il y a peut-être un rôle qui résume parfaitement qui vous êtes, c'est Peppino. Un premier rôle que vous avez écrit, interprété après avoir été diplômé du Théâtre national de Strasbourg au début des années 90. Qui était Peppino ? Peppino, c'est mon double théâtral, mon double italo-français. Peppino, ça résume ce qui était ma problématique, c'est-à-dire que voilà, jusqu'à 18 ans, j'avais une carte de séjour provisoire que je renouvelais, etc. Chez moi, c'était l'Italie, le paillasson était la frontière, dehors, c'était la France. Et moi, j'avais ces deux univers qui s'entrechoquaient, s'entremêlaient. Quand on a 16 ans, 17 ans, on ne veut pas être différent des autres. Alors, moi, je mangeais pâtes matin, midi et soir, dehors des steaks frites. Je voulais être comme les autres. Ça a créé des heurts à l'intérieur de moi. Ouais, c'est cette double culture. C'est cette double culture. J'étais à cheval sur les Alpes. Il fallait vraiment que je fasse la paix avec ces deux choses-là. Et donc, j'ai créé Peppino au sortir du TNS. On va voir justement un extrait de Peppino, ce spectacle. C'était en 97, le 17 mai pour être précis, où les caméras de France 3 étaient bien sûr présentes pour vous filmer. Regardez. Ma che dottore, c'est pas la même chose quand même. Qu'est-ce que t'en penses, papa? Ma perché questa decisione, Peppino? Pourquoi j'ai l'impression que je peux faire quelque chose dans le métier? Ma Peppino, questo non è un mestiere. Papa, mais c'est normal que t'as mal dappertutto. Pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est, hein? On est dimanche. Et toi, d'où tu viens? Dans le travail. Ma tu pourrais pas te reposer, non, un petit peu, prendre les vacances comme les gens normales? Oh, Peppino. Chi va portare i soldi per fare mangiare a tutta la famiglia? Tu? Ah! One Man Show que vous avez écrit, interprété plus de 300 fois. Vous racontez l'histoire de votre famille originaire des Abruzzes, des conditions modestes, des complexes, mais aussi toute l'admiration pour votre père. Oui, une admiration sans borne, évidemment, parce que jamais je n'aurais été capable de faire le sacrifice que lui a fait pour que nous ne suivions pas ses pas, c'est-à-dire celui de quitter son pays, sa terre, sa langue, sa culture, et arriver en France seul, en laissant sa famille en Italie, et se débrouiller pour envoyer le maximum d'argent, c'est-à-dire que même en étant ici, il l'économisait pour envoyer le maximum d'argent à notre famille et venir nous voir simplement 3 semaines par an. Votre papa n'est plus là aujourd'hui, mais nous l'avions rencontré. Oui. C'était en 2011. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Tous les soirs, c'était une comédie à la maison. Oui, moi, enfermé derrière un guichet, attendre qu'on ride les gens, badaboum, badaba. Mais un soir, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Je veux faire du théâtre. Et voilà, c'est parti pour le théâtre. Je suis fier de lui. C'est quand même quelque chose de beau qu'il a fait. Ouais, il dit qu'il est fier de vous, mais au départ, il ne vouliez pas que vous passiez comédien. Non, quand je lui ai dit, je suis un peu ému de entendre les voix de mon père. Quand je lui ai dit, papa, je vais devenir acteur, il m'avait dit, d'accord, Bruno, mais comme vrai métier, qu'est-ce que tu veux faire? C'est évident parce que pour des petites gens que nous étions, il était difficile de s'imaginer que le théâtre était un métier. Nous n'étions jamais allés au théâtre. Mon père m'avait dit, le théâtre, c'est pas pour nous. Et d'ailleurs, c'était dans le spectacle. Je dis, si, papa, il suffit juste d'y aller au théâtre.
Et ils sont venus me voir après, bien sûr, quand j'étais moi-même sur les planches. Vous avez écrit un livre, Rêver grand, l'éloquence de la tomate, aux éditions Territoire Témoin. Vous racontez l'histoire de votre père, son parcours, cet agriculteur des Abruzzes, devenu maçon en France. Vous êtes admiratif de son courage, on a entendu. Et il vous comblait d'amour aussi, ce que vous m'avez dit. C'est ça, vos parents, Oui, voilà, on n'avait pas grand-chose, mais moi j'ai grandi avec l'essentiel, c'est-à-dire avec un amour inconditionnel pour leurs enfants. Pour les 6 que nous étions, moi je suis le dernier d'une fratrie de 6, c'était un amour inconditionnel. Donc je ne suis pas parti au ski tous les ans, ça, c'est une évidence, mais je ne ressentais pas de manque. Je n'avais pas de manque parce qu'on était comblés, parce que oui, chez moi, il y avait de la joie, il y avait du bruit, il y avait de la vie. Oui, j'en garde un souvenir vraiment avec beaucoup de nostalgie. Donc des immigrés, votre père vous disait, vous me l'avez dit, hein, ne fais pas de bruit, on n'est pas chez nous. Vous ne l'avez vraiment pas écouté. Pas du tout. On peut dire ça. Pas du tout. Vous avez pris le contre-pied. Contre-pied total. Oui, il me disait, Bruno, ne fais pas de bruit ici, on n'est pas chez nous. C'est-à-dire s'il avait pu passer entre le mur et le papier peint, il l'aurait fait. Et consciemment ou inconsciemment, moi maintenant, je fais beaucoup de bruit sur une scène de théâtre. Je suis éclairé et payé pour ça. Alors effectivement, vous avez interprété de nombreux rôles au théâtre, des classiques, Le Malade imaginaire notamment, mais aussi Stanislas, avec Le Petit coucher de Stanislas. C'est en 2016 que vous avez interprété sur la place Stanislas, au pied de la statue. Il aurait été fier, là aussi, votre père, de voir ça. Oui, je pense qu'il aurait été très fier. Ma mère l'a vu, puisque ma mère est décédée un peu plus tard. Et puis moi aussi, j'étais fier d'être le représentant de ce personnage si emblématique pour Nancy, sur une des plus belles places d'Europe, on le sait tous. Et moi, fils d'immigré, je représentais quelqu'un de symbolique dans une ville qui m'avait vu naître, quoi. Alors, il y a aussi Comparution immédiate. Je voudrais qu'on en parle. C'était un spectacle que vous avez monté. Quand on dit que la justice est un théâtre, alors là aussi, vous l'avez pris, on peut le dire, au pied de la lettre. Oui. Comment vous êtes venue cette idée Vous êtes allé à la rencontre des prisonniers, Oui. pas n'importe lesquels d'ailleurs. Oui. Ouais. Oui, j'étais artiste associé au CDNC de Château-Vallon. Et je voulais aller partout où la culture n'allait pas. Parce que moi, c'est quand même ce qui m'a élevé, ce qui m'a sauvé d'une autre condition. Et je voulais pour ça aussi rendre un petit peu la monnaie de cette pièce. Donc je suis allé dans les cités, je suis allé dans les foyers Sonacotra, dans les hôpitaux psychiatriques, à peu près partout. Et il me manquait les prisons. Et je voulais aller en prison. Et donc ma première prison, ça a été de Toulon à Toulon-la-Farlède. Et j'ai demandé à avoir des longues peines. Ça, je me disais, eux, ils ont le temps de réfléchir et je pourrais les voir longtemps. Et j'y suis allé pendant 5 semaines. Et nous avons mené des ateliers d'écriture. Alors, au début, c'était un peu difficile, puisqu'on m'a laissé seul avec 30 gaillards dans une pièce. On m'a dit, vous en avez pour combien de temps ? 4 heures. On m'a dit, d'accord, à tout à l'heure, crac, crac. Ouais. Et je me suis retrouvé face à ces 30 lascars. Et très vite, ils sont venus me parler de pourquoi ils étaient là, etc. Ils m'ont demandé aussi pourquoi j'étais venu. Et j'ai dit, parce que vous m'intéressez, je pense que pour n'importe qui, la culture peut être aussi quelque chose de bien. Donc je les ai fait écrire beaucoup, je les renvoyais dans leurs cellules, je leur disais, là, tu te fous de moi. Donc je leur parlais comme ça, ils acceptaient de moi, parce que voilà, on se respectait tous autant que nous étions. Et ça a donné de magnifiques lettres d'une qualité extraordinaire. Et je suis allé voir Michel Didyme avec ça, quand il est arrivé au CDN de Nancy. Et Michel a eu cette merveilleuse idée de demander à Dominique Simoneau, la contrôleuse générale des prisons actuelles, mais qui était journaliste et chroniqueuse judiciaire, des textes que nous avons interprétés, enfin moi surtout, et entrecoupés de ces lettres des détenus. Et c'est vrai qu'on m'en parlait systématiquement, de la qualité de ces écritures-là. Oui.
Un spectacle qui a reçu effectivement un vrai succès, une vraie Oui. estime. Dans votre parcours, alors il y a le théâtre, mais aussi, on va en parler, la télévision et le cinéma. Oui. On vous a vu dans Julie Lescaut, Léa Parker, sur grand écran, dans L'appartement, côté de Monica Bellucci, Vincent Cassel, mais également dans Cash d'Éric Besnard, Dalida, le film, La loi de Murphy de Christophe Campos, Le Capital, et La tête en friche, un film de Jean Becker. Vous jouez Marco aux côtés de Gérard Depardieu. Oui. Patrick Bouchité, c'était en 2010. Comment vous êtes retrouvé dans ce film? Alors là, mon agent me dit, ben voilà, Jean Becker veut quelqu'un qui sache parler italien, etc., etc. Je lui ai dit, très bien. Je lui ai dit, surtout, n'envoie pas de bande démo, hein, où on me voit parler français, etc. Je vais y aller moi-même. Et j'ai sonné à la porte, j'ai dit, Monsieur John Becker, je suis Bruno Ricci, artiste dramatique. Je crois que vous cherchez quelqu'un qui peut interpréter un italien. Moi, je suis italien, hein, 100%, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, on fait tout ça, on fait des essais, etc. Très bien. Il me dit, bon, ben, vous n'acceptez rien pendant 48 heures. Je lui dis, ben, tout à fait, Monsieur Becker, je vous remercie de m'avoir auditionné. Et là, il me regarde avec des yeux comme ça, et il venait de réaliser que je l'avais un petit peu blousé. Et ça a fonctionné. Et ça a La fonctionné. tête en friche, un film français, Oui. Jean Becker, sorti en 2010. Le scénario est adapté du roman de Marie-Sabine Roger, Oui. avec François-Xavier de Maison, Oui. Morane, Oui. Patrick Bouchité, Gérard Depardieu et Bruno Ricci. On en regarde tout de suite un extrait, regardez. Qu'est-ce qu'elle a, la Francine? Ben c'est Youssef, il est parti. Ah bon, où ça? Ah non, pas où, avec Stéphanie, l'infirmière. Ah, mais je savais pas, moi je croyais que... Ah bah oui, mais personne n'a rien vu, et voilà. On me regarde pas comme ça. Hein. Oh la pauvre. On s'attriste là, on joue. On trouve pas comme ça, ma poule. Allez, mais le Youssef, il va revenir. Madame Morane, Gérard Depardieu, quel souvenir vous gardez de ce tournage? Oh, un souvenir merveilleux parce que c'était vraiment une joyeuse équipe. Jean Becker est un merveilleux réalisateur. Et puis surtout, je rencontre Gérard Depardieu. On s'entend bien, il me prend très vite sous son aile. Il me parle de Tolstoï, de Dostoïevski, de Tchekhov, de Saint-Augustin. C'est un être complexe, merveilleux. Et je me souviens aussi de cette première commande quand il me dit « Viens, on va bouffer au restaurant ». Et qui commande deux poulets, 2 litres. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Ouais, un personnage dans tous les excès. Hein. C'est un monstre. C'est un monstre de talent, complexe, avec ses défauts, évidemment, et ses qualités. Mais ça a été une rencontre merveilleuse, merveilleuse, vraiment. Alors, déjà aux côtés des plus grands acteurs français, mais au printemps 2010, nouveau tournant dans votre carrière. Vous êtes sur le tournage d'un téléfilm pour France 3 du côté de Porquerolles, pour une jolie série française, diffusée sur France 3 d'ailleurs, ça s'appelait L'Épervier. Oui. Mais un coup de fil de votre agent va vous propulser dans une autre dimension. Vous pouvez nous raconter? Alors c'était Marvel qui faisait un casting à Paris et qui cherchait le 6e membre du commando du Captain America, qui était un résistant français. J'ai eu un petit doute quand même, parce que bon, voilà. Et puis je vais au casting. Donc le casting, c'était sur une scène de « Il faut sauver le soldat Ryan », que j'avais même pas identifié. Je croyais que c'était les vrais dialogues, moi. Tout est en anglais, bien évidemment. Et puis j'arrive au casting, et là un autre comédien arrive un tout petit peu après moi. Il me dit on se connaissait un tout petit peu. Il me dit, t'es déjà là. Et au casting, il faut mettre son nom par ordre d'arrivée pour savoir l'ordre de passage. Je lui dis non, je t'en prie, vas-y, passe avant moi. Surtout, ne te gêne pas. Je vais regarder encore un petit peu le texte. Et à ce moment-là, il met son nom, puis il monte. Et moi, je suis monté juste derrière, parce que quand on est en casting comme ça, on n'a que le texte, on ne sait pas quelles sont les intentions qu'on doit mettre dedans. On ne sait rien de tout ça. On apprend en même temps qu'on fait la direction du casting qu'on nous donne. Et donc, j'entends quand même toutes les directions qui sont données en anglais. Donc, ça veut dire vous collez Je colle l'oreille à la porte. C'est et j'entends les directions. Il faut se débrouiller. Hein. Et donc, je redescends. Et donc, je remets tout ça en place sur le texte, etc. Je remonte au casting quand l'autre avait fini. Et je fais ma première prise. Et comme c'était à peu près respectueux de tout ce qu'elle avait demandé à celui qui était passé avant,
Elle m'a dit, c'est OK pour moi, est-ce que tu veux en faire une autre? Je lui ai dit, non, si ça va, ça va. Et vite, je repars sur le tournage en cours sur lequel j'étais. Et vous allez être pris. Et là arrive un autre coup de fil une semaine après pour me dire est-ce que vous êtes disponible mercredi pour monter à Londres, etc. Et là je me dis encore un callback, c'est-à-dire c'est quand on est un petit peu en ballottage avec d'autres comédiens et qu'on doit refaire un essai, mais en général avec le réalisateur. Et on me dit non, c'est pas pour un callback, vous êtes pris. Bon là je dois vous dire que oui, j'ai eu le trac, je me suis dit il va falloir être à la hauteur maintenant. Et j'arrive là-bas avec tout le décorum américain, c'est-à-dire limousine, chauffeur. D'ailleurs, dans la limousine, je saute devant au premier feu rouge parce que les 40 mètres carrés que j'avais derrière, je me sentais un peu perdu. Et il m'a dit, mais en arrivant au studio, tu repasses derrière parce que sinon c'est moi qui me fais virer. Et j'arrive, et là, les assistants, Bruno Ricci est arrivé, voilà, machin. Je rencontre Joe Johnston, que je ne connaissais pas, bien évidemment. Joe Johnston, c'est le réalisateur de Jumanji, Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jurassic Park 3 et j'en passe. Premier assistant de George Lucas, quelqu'un de quand même impressionnant. Nous tchatchons 10 minutes et il me dit « J'espère qu'on va bien s'amuser ». Je lui dis « Moi aussi ». Je me dis « Ils ne m'ont quand même pas fait venir à Londres pour se dire « J'espère qu'on va bien s'amuser ». Et là, on m'envoie avec les préparateurs physiques, puisque là, c'était vraiment le challenge qu'il fallait relever, c'était que physiquement, il fallait être présent, quoi, et avoir aucune difficulté. Je passe 3 heures avec les cascadeurs et les préparateurs physiques, et eux me valident. Et là commence cette aventure de 4 mois à Londres, plus 1 mois à Los Angeles, et tout ce qui va s'ensuivre. Ouais, donc un tournage d'un blockbuster américain, et pas des moindres, Captain America. Vous allez côtoyer des stars hollywoodiennes, Chris Evans, Thomas Lee Jones. Comment on vit Alors, Tommy Lee Jones, lui, il avait sa caravane pas très loin de la mienne, quasiment en face. On se croise tous les jours. Évidemment que c'est très impressionnant. Évidemment que me retrouver face à Hugo Weaving, à Chris Evans, à Neil McDonough, etc. Oui, c'est impressionnant. Ça nous engage à plus de concentration, plus de travail, plus de professionnalisme. Et puis, je découvre les rouages d'un blockbuster, quoi, où tout est surdimensionné, mais où un seul mot, vraiment chapeau de tout ça, c'est professionnalisme. Ouais. Et vous interprétez Jacques Bernier. Un résistant français emprisonné, un super-héros de la résistance. Oui, spécialiste des explosifs, parce que moi je vais coller des explosifs sous les chars, et je fais à peu près tout exploser. Et on va regarder un extrait pour voir un peu l'esprit du film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on regarde ça tout de suite. Je vous félicite, vous venez d'être promu. Monsieur Stark, j'ai pensé à ça pour l'uniforme. Tu vas toutes les tomber. Nous avons de nombreux points communs. Je sais pas si j'y arriverai. Vous ne serez pas seul. Voilà, de Nancy à Hollywood, vous serez même invité sur Sunset Boulevard à Los Angeles pour l'avant-première mondiale de Captain America devant des milliers de personnes. Quel souvenir vous gardez de tous ces moments? Souvenir d'enfant, quoi, comme si j'étais chez Disney. Je veux dire, j'étais ébloui par tout. C'est-à-dire que là, une sortie mondiale d'un blockbuster comme celui-là à Los Angeles, c'est le Festival de Cannes, mais pour un film. C'est-à-dire, il y a 10 000 personnes dans les rues, Sunset est bloqué, il y a la press line où on donne des interviews chacun tous les mètres. Puis moi, j'avais eu un petit problème avec la voiture, avec le chauffeur, il y avait un petit accident. Je suis arrivé en même temps que Chris Evans, alors que protocolairement, je devais arriver avant, bien sûr. Il est arrivé en dernier, en star. Et je me suis retrouvé avec Chris Evans, avec Samuel L. Jackson et avec Robert Downey Jr. sur la press line. Enfin, quelque chose où je me disais, tiens, moi, je viens de Malzéville, j'avais quand même ça en tête, et je me retrouve entre des gens que j'admire au cinéma. Un blockbuster à 250 millions de dollars qui sortira en août 2011 en France. Aux États-Unis, le film a cartonné, faisant plus d'entrées qu'Harry Potter. C'est peu dire. Comment s'est passé le retour quand vous êtes revenu à Nancy, à Malzéville? On retombe d'un nuage? C'est ça, oui, on fait une chute libre, là. C'est quand même... c'est assez violent parce que nous sommes totalement déresponsabilisés sur des choses comme celle-là. Et moi, quand je suis arrivé à Londres, on m'a dit, voilà ta voiture, voilà ton téléphone de production et voilà ton assistante personnelle.
Moi, une assistante personnelle, je ne savais pas quoi en faire, hein, donc c'était un peu bizarre. Mais c'était pour nous, juste que nous restions concentrés sur le film, donc elle s'occupait de tout. Et moi, quand je suis retourné à Malzéville, ma femme m'a dit, va faire les courses. Et vous n'aviez plus d'assistante. Je me suis retrouvé dans le supermarché, un tout petit peu perdu. Mais j'ai vite, la gravité a vite opéré. Vous aurez aussi une autre expérience internationale. En 2014, vous avez donné la réplique à Kevin Costner. Oui. C'était pour le film 3 Days to Kill, produit par Luc Besson. Comment c'est arrivé, ce rôle? Pareil, je me retrouve au casting de ça. Il y avait une partie du tournage qui était en France. Là, ils voulaient un Italo-américain. Donc là, j'étais un Italo-américain. Donc il a fallu que je fasse l'accent italien en parlant américain. Et je rencontre Kevin Costner avant le tournage, parce qu'il voulait qu'on se rencontre avant, parce qu'il est très professionnel, il est extrêmement agréable au demeurant, mais comme tous les Américains, il a voulu travailler avant. Et j'ai pu passer une après-midi, lui et moi, avec le réalisateur, et on a pu travailler. Et on a pu répéter, faire des propositions, de se dire, tiens, ça, on va garder, ça, etc. Et c'est comme ça que la scène où il me torture sur des toilettes après m'avoir kidnappé est devenue celle qu'elle est devenue, et où je donne la recette, entre autres, des pâtes à l'ail à sa fille. Et puis, il y a eu, alors, j'avoue que je l'ai découvert ce matin en discutant avec des collègues script, elles se reconnaîtront. Vous avez tourné dans une publicité au milieu des années 90 qui vous a fait connaître. Alors, avant que l'on en parle, je voudrais qu'on la regarde. On vient de la retrouver grâce à notre service documentation qui était très réactif. On regarde. Hey, je viens de constater quelque chose de formidable. Je prends un cappuccino classique. J'ajoute de l'eau. Et maintenant, je fais la même chose avec le nouveau cappuccino. C'est comme ça. Regardez. Oh là là, vous voyez, je vous cache rien. Avec le nouveau cappuccino de Effaxen, il y a plus de mousse pour un cappuccino tellement plus gourmand. Cappuccino de Effaxen. Visiblement, sa mousse n'a absolument rien à voir. Vous dites, je ne vous cache rien, mais vous ne me l'aviez pas dit en préparant cette interview, franchement. Oui, là, ça a été épique. Le tournage a été épique. Ce fameux « je ne vous cache rien » nous a causé beaucoup de problèmes techniques. Pourquoi ? Parce qu'au début, c'était en caleçon. Donc, c'est ce qui avait été dealé avant. Et puis après, le réalisateur m'a dit « there is a problem ». Je lui ai dit « what kind of problem ?» Il m'a dit « we see the… » Je lui ai dit « oui, mais bon, je peux rien. Ouais. Il m'a dit « but we have the solution ». Je dis, OK, what is the solution? Il m'a dit, bring the string. Donc, j'ai été enfiler un string, ce qui est totalement inconfortable. Ça a continué. Et puis après, on m'a dit, there is another problem. Je dis, là... On m'a dit, we see the elastic. Je dis, oui, mais what is the solution? Il m'a dit, we have the solution. Bring the scotch. Donc là, ils ont coupé les élastiques sur le côté et on scotchait le reste. Voilà. C'était pas forcément agréable, j'imagine. C'était pas la position la plus confortable ni le costume le plus confortable que j'ai eu durant ma carrière. Voilà donc pour votre carrière, mais je voudrais qu'on parle d'aujourd'hui. Vous avez décidé de transmettre votre savoir car vous êtes coach en prise de parole. Oui. C'est une idée que je pense que vous avez eue juste après le Covid. Oui. L'envie, c'est de transmettre aussi. C'était juste de transmettre et puis de me dire, tiens, si je devais arrêter le théâtre ou si le théâtre s'arrêtait pour moi, qu'est-ce que je saurais faire d'autre? Alors bon, j'aurais pu ouvrir une école de théâtre, j'aurais pu faire des choses comme ça, mais j'ai eu envie de transmettre plus largement sur cette petite niche qu'est la prise de parole en public, parce que je sais ô combien ça peut être une épreuve que de prendre la parole. Et je me dis, c'est bête que les gens ne savent pas que ça n'est pas aussi compliqué qu'une transplantation cœur-poumon de faire. Et pourtant, c'est ce que nous fait croire notre cerveau. Et puis, il faut juste travailler, comprendre ce qui se passe, comment on peut y remédier, et après, on est pleinement en possession de ses moyens pour faire une prise de parole impactante. C'est accessible à tout le monde? Ou totalement, bien sûr. Tout le monde est capable de le faire? Tout le monde est capable de le faire. Alors, avec plus ou moins de difficultés, parce qu'on n'est pas tous égaux devant ça. Ouais. C'est notre histoire, nos difficultés, c'est notre culture, c'est tout ça. Et vos projets, alors sur les planches, sur les écrans? Alors, je viens de finir là une petite participation dans le biopic de Badinter, qui sortira certainement dans un an, puisqu'il est toujours en tournage.
J'aimerais très vite retourner sur les planches, soit avec une reprise des comparutions immédiates, soit avec une nouvelle création. Il y a aussi avec mes amis du Ménil-Saint-Michel, de temps en temps je fais du théâtre équestre avec eux, où j'aide à la mise en scène, et je participe moi-même, puisqu'on a fait 2 spectacles ensemble. Ou peut-être un autre spectacle que j'écrirai. On vous reverra bientôt. J'espère bien, parce que ça me manque. Merci Bruno Ricci, merci d'avoir partagé ce chemin de vie avec nous entre scène, cinéma, racines profondes. C'était un véritable plaisir. Mais c'est un plaisir partagé, je vous remercie. Recevoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre destin lorrain. À très bientôt.